de quoi on parle quand on parle des écrans? Parce qu'il faut bien le dire d'emblée, parler des écrans, ça n'a pas beaucoup de sens. Les écrans, c'est juste un média et sur les écrans, on fait plein de choses. C'est pour ça, on le verra d'ailleurs, que parler d'addiction aux écrans, c'est évidemment, tout à fait insensé dans la mesure où ce sont des activités multiples qui sont générées par les écrans et que par nature, on ne peut pas être addict à plusieurs choses. L'addiction suppose quelque chose qui nous rend dépendants d'une seule activité. Or, les écrans sont utilisés, notamment par les plus jeunes, pour discuter avec leurs copains, pour regarder des séries, pour jouer à des jeux vidéo. Donc, ce sont des activités multiples. À partir du moment où on a affaire à des activités multiples, on doit s'interroger sur le sens de ces différentes activités. Pas se contenter de dire, bah, il y a un nombre d'heures consacrées aux écrans, il y a une forme d'aliénation aux écrans, ça on va en parler. On ne pourra pas parler d'addiction, mais on pourra sans doute parler d'aliénation, c'est-à-dire l'incapacité qu'on a à s'éloigner de l'écran, à s'éloigner de ces écrans, et le fait qu'à un moment donné, on ait ce sentiment qu'il y a une forte appétence. Il faut bien comprendre ce mécanisme de forte appétence qui n'a pas grand-chose à voir avec l'addiction. La forte appétence, c'est un peu ce qu'on peut tous ressentir, par exemple, si on nous présente du chocolat ou de la salade. De manière générale, on va plutôt avoir tendance à choisir le chocolat, sauf si on sait raisonner parce qu'on est au régime, parce qu'on sait qu'il faut effectivement qu'on résiste à l'appétence que produit le sucre chez un individu normalement constitué et la consommation de sucre qui va créer cette forme de force irrésistible ou plus ou moins résistible qui n'est absolument pas une addiction. Vous n'allez pas être addict au chocolat, mais vous aurez une appétence plus forte pour le chocolat que pour la salade. De la même façon qu'il y aura une appétence plus forte pour un jeu vidéo que pour un livre. Ça, on va le voir, effectivement, on va pouvoir parler dans ces cas-là d'appétence sélective. On va se diriger davantage vers un jeu vidéo, tout simplement parce que le jeu vidéo va stimuler des zones cérébrales qui sont les zones de la récompense. Hein. Quand vous jouez à un jeu vidéo, c'est très net. Les circuits qui sont activés, ce sont des circuits qui sont proches de la survie. Mais une survie symbolique, vous survivez, vous avez une espèce d'hypervigilance, vous avez un soulagement quand vous obtenez une avancée à l'intérieur. Ce sont des mécanismes qui donnent finalement des récompenses très directes. La lecture ne va absolument pas stimuler les mêmes zones cérébrales. Ce sont des circuits cérébraux beaucoup plus lents, qui sont beaucoup plus proches de ceux qu'on active dans la reconnaissance faciale. Quand on reconnaît quelqu'un, et qu'on a cette espèce de jubilation que ceux qui lisent beaucoup connaissent, une jubilation qu'on a généralement dans un roman à partir de la 6e ou la 7e page, au moment où tout le monde le sait, tous les lecteurs le savent, quand vous commencez à lire, vous ne comprenez rien à ce que vous lisez. C'est normal, on part d'une page blanche. Et puis, on va progressivement mettre les choses en place. Et si vous arrivez jusqu'à la 6e page, vous allez vous dire, tiens, cet univers est en train de se mettre en place et vous aurez cette espèce d'euphorie qui se manifeste, on l'appelle l'euphorie de la 6e ou 7e page, qui est celle qui est activée exactement de la même façon quand on reconnaît un visage qu'on est content d'avoir reconnu. Ce sont donc des circuits plus lents à mettre en route, plus longs, qui crée une appétence moins forte que celle qui va créer des récompenses immédiates par les circuits de récompense. Mais là, c'est une forte appétence, non pas face à l'écran, mais face au jeu. Or, on va constater que les producteurs de séries, qui évidemment doivent stimuler non pas une addiction de nouveau, mais une forte appétence, vont fonctionner exactement sur les mêmes mécanismes. C'est ce qui explique que derrière chaque épisode d'une série, vous allez avoir un cliffhanger, c'est-à-dire quelque chose qui va vous maintenir en alerte, de façon à ce que vous ayez une envie irrésistible, plus ou moins résistible de nouveau, donc une forte appétence, de regarder l'épisode suivant. C'est comme ça que Netflix et plein d'autres plateformes fonctionnent. Ce sont donc des mécanismes qui sont très proches de ceux des jeux vidéo, qui vont créer cette forme d'appétence importante, qui donne parfois à un parent l'impression que son enfant est addict. En fait, quand le parent expérimente lui-même des choses, et les parents qui regardent des séries s'en rendent compte aussi, ils ont le même mécanisme de forte appétence par rapport auquel, et on va en parler, il faut mettre en place des stratégies efficaces. Parce que si, et les Américains qui observent comment en Occident, en Europe occidentale notamment, on consomme des séries, sont complètement ébahis, ne comprennent pas que nous ne regardons pas les séries en direct.
aux États-Unis, on regarde les séries en direct. Et vous avez un épisode, 2 épisodes par soirée, qui crée une appétence, mais une appétence dans la durée. On attend la semaine suivante d'avoir effectivement une série qui va nous donner la suite aux émotions qui ont été suscitées très fortes. Et vous allez vous retrouver devant l'écran, le but étant, par le biais des séries, de vendre non pas la série, mais les encarts publicitaires qu'il y aura à l'intérieur. Ce qui explique que si vous regardez bien une série, vous allez voir qu'à l'intérieur de l'épisode, une série dure à peu près 50 à 60 minutes, eh bien, toutes les 15 minutes, vous aurez quelque chose qui va vous maintenir en alerte. Eh bien, aux États-Unis, c'est bloqué par un message publicitaire qui fait que vous allez rester devant votre écran pour regarder la suite de l'épisode. Tout ça, ce sont des mécanismes qui sont articulés autour de cette forte appétence qui donne parfois l'impression, quand l'adolescent se retrouve à regarder une série, puis à jouer aux vidéos, puis à utiliser finalement l'écran comme un espace de socialité ou de sociabilité en multipliant les contacts avec ses copains sur les réseaux sociaux qui ont aussi toutes les raisons de créer une forte appétence. Mais de la même façon que lorsqu'on est avec des copains ou des copines et qu'on échange, eh bien, on a tendance à ne pas savoir quitter la relation. Donc, vous aurez des mécanismes qui vont donner l'impression aux parents que tout ça fonctionne de la même façon et que donc ce sont les écrans qui créent l'appétence. C'est les contenus véhiculés par l'écran qui vont créer cette forte appétence. Et pour reprendre l'exemple des séries, ce qui est important, évidemment qu'on peut entamer un bras de fer avec l'autre en disant tu vas limiter tes heures d'écran pour répondre effectivement à ce qui est préconisé. On va limiter tes heures d'écran et on va faire un bras de fer avec toi pour que tu limites les heures d'écran. Il vaut beaucoup mieux prévoir ce qu'on appelle de l'autorégulation et si possible de l'autorégulation programmée. Même les adultes le savent, si vous regardez des séries, vous devez vous discipliner avant de regarder la série en disant je regarde 2 épisodes d'une série, pas d'autres séries, et je me limite à cela de toute façon pour éviter ce qu'on appelle le binge sharing, c'est-à-dire cette tendance qu'on a alors à les accumuler les uns derrière les autres. Aux États-Unis, ils ne comprennent pas ce mécanisme-là puisqu'ils ne regardent qu'en direct et que l'appétence est tellement forte pour le voir en direct, c'est-à-dire comme un match de foot. Si vous regardez un match de foot en différé alors que tout le monde connaît le résultat, un Belge qui regarde Belgique-France en Coupe des Nations, c'est-à-dire la dernière fois que la France a battu la Belgique en différé alors qu'il connaît le résultat, est soit un grand malade, soit un masochiste. Parce que le principe, c'est de regarder quelque chose dont on va avoir les résultats en direct. C'est pour ça, par exemple, que l'effet est tellement fort que Obama a dû repousser son discours d'investiture parce qu'il tombait le jour du dernier épisode de Lost et qu'il savait qu'il ne pouvait pas concurrencer ce dernier épisode et donc il a retardé, ce qui est unique dans l'histoire des États-Unis, le discours d'investiture. Ça veut dire que l'appétence, elle est vraiment très, très forte et qu'il faut la comprendre pour pouvoir y faire face. Si vous discutez avec votre adolescent au moment où il est confronté à cette forte appétence, en disant « tu es encore devant l'écran, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arrête !» vous allez inévitablement au clash parce qu'il est confronté à une appétence, s'il n'a pas autorégulé de façon programmée, tout est mis en place pour qu'il ait tendance à vouloir continuer. Même chose pour les jeux vidéo, qui ont ce côté, non pas addictif de nouveau, mais qui stimule cette forte appétence. Alors là, on dit aussi à peu près tout et n'importe quoi par rapport aux écrans, quand on vous montre les exemples de ce qu'on appelle les hikikomori au Japon, par exemple, ou en Chine, qui sont des personnes devenues addictes, non pas aux écrans, il faut être très précis dans ce qu'on dit, mais aux jeux vidéo qui, évidemment, se réalisent sur des écrans. Et ces hikikomori ne sont pas des adolescents, il faut bien le savoir, ce sont des adultes hautement désocialisés. Lorsque vous êtes hautement désocialisé, vivre une vie virtuelle dans laquelle votre identité n'est plus celle que vous avez in the real life, comme ils disent, c'est-à-dire dans la vraie vie, mais cette identité virtuelle et qui fait que, effectivement, vous n'allez jamais, je vous promets, voir un adolescent ou un enfant addict à Super Mario. Ça, c'est pas possible. Il va avoir une forte appétence parce que les parcours s'enchaînant les uns derrière les autres, comme une série, il va vouloir continuer le plus longtemps possible. Mais il n'y a aucune addiction possible. Par contre, si votre identité a été complètement fracassée et qu'on vous propose, alors imaginez maintenant qu'on me propose de devenir une blonde platine
capable de ravager les cœurs dans toute une ville, et que ma vie est un peu morne, eh bien, je vais très, très vite me retrouver beaucoup plus agréable, ma vie beaucoup plus agréable en blonde platine, et je vais devenir une blonde platine. Ce sont des jeux qui sont maintenant interdits d'ailleurs, hein, comme Second Life est un jeu qui est interdit parce qu'il a créé beaucoup, lui, d'addiction auprès, non pas de nouveaux adolescents, mais des adultes hautement désocialisés, au point que je me souviens d'un colloque à l'époque où on disait il faut mettre en place un bureau de psychologue. Sur ces plateformes, hein, Second Life, c'était une vie nouvelle qu'on vous propose, et on va vous proposer de vous immerger à l'intérieur de cette vie nouvelle, et plus vous allez jouer, plus votre personnage va prendre psychologiquement de la consistance. C'est-à-dire que vous allez devenir un personnage qui a des multiples facettes en termes de personnalité, parce que vous allez multiplier ses expériences. Il y a eu à l'époque une plainte pour viol d'un avatar par rapport à un autre avatar, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans Second Life, a violé quelqu'un d'autre, et cette plainte a été jugée recevable. L'affaire n'a pas abouti à une condamnation, mais la plainte a été jugée recevable parce qu'on avait contraint un avatar à une relation sexuelle non consentie. Tout ça pour vous dire, effectivement, ici, vous jouez à des jeux effectivement, qui mettent en jeu des identités nouvelles, vous allez très vite vous rendre compte que dans le monde enrichi qu'on vous propose, eh bien, vous allez même pouvoir vous reproduire, c'est-à-dire vous allez choisir un autre avatar avec lequel vous allez faire un enfant qui aura une vie autonome. Et puis, vous allez observer la vie de cet enfant, un peu comme on observe la vie de nos enfants. Évidemment que ça va créer une appétence parfois tellement forte qu'elle ressemble de plus en plus à l'addiction, d'autant plus si votre vie est insatisfaisante. Si vos enfants, par ce qu'ils deviennent, ne vous donnent pas les mêmes satisfactions que ce que vous constatez en étant spectateur de la vie de l'avatar que vous avez créé avec un autre avatar. Ce jeu Second Life est un jeu qui a été très très loin dans la virtualité, au point qu'on se demandait, est-ce qu'on va ouvrir des centres de consultation dans cette vie virtuelle en étant des psychologues virtuels qui reçoivent, non pas, par exemple, pour parler de l'avatar que j'ai construit, non pas la blonde platine que j'ai reçue, mais moi-même. Et on s'est retrouvé devant beaucoup de confusion, ce qui fait que là, sur ce plan-là, eh bien, ce jeu a été retiré, créant beaucoup trop de dégâts en termes, mais beaucoup d'autres jeux, des jeux qui sont des jeux de substitution d'identité, pour lesquels il faut un intérêt particulier, mais de nouveau pas chez l'adolescent. Les adolescents savent très bien faire la part des choses entre une identité qui est en construction et une identité qui est assumée. Par contre, si votre vie s'est effondrée, si vous n'avez rien construit, eh bien, vous allez pouvoir très, très vite substituer une identité de substitution qui va, à un moment donné, prendre le pas sur votre identité réelle. Petit exemple hein, que j'ai vécu moi-même lorsque je travaillais sur ce type de schéma d'addiction. J'avais été appelé chez une personne qui jouait au billard à bande, c'est-à-dire un jeu de billard. Alors, vous allez me dire, mais devenir addict au billard, il faut quand même avoir un peu perdu la boule, hein, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est quand même impossible. Un jeu où vous regardez en permanence des boules que vous activez vous-même. Ce jeune garçon avait complètement démoli la maison de ses parents parce que sa mère avait coupé les plombs, c'est-à-dire pété les plombs au sens propre, elle avait coupé le courant au moment où il est en train de jouer une partie. Une fureur absolue, il casse tout. J'étais appelé à ce moment-là par la police pour me retrouver face à ce jeune. Alors, on peut se dire, mais c'est pas possible d'être addict à des boules sur un clavier et un jeu aussi élémentaire. Et il m'explique lui-même, en fait, qu'il est champion d'Europe de billard virtuel, à une époque où c'était encore nouveau d'avoir des compétitions internationales. Et il me montre ses trophées virtuels et il regarde évidemment ces challengers pour voir comment on le fait. Et il me dit, mais ça fait 3 ans que je devrais être inscrit au chômage, que je n'ai même pas été m'inscrire au chômage, que je vois mon frère évoluer dans la vraie vie, etc. Moi, je suis rien. Et je dois être, si je veux devenir quelqu'un, je dois vraiment être accompagné pour devenir quelqu'un qui a une vie suffisamment, je vais dire, racontable dans la vraie vie. Il a fallu non seulement le décrocher progressivement, pas comme la maman avait voulu le faire, maladroitement, hein, en coupant les plombs, mais progressivement le ramener à la vraie vie. Alors, on a constaté effectivement, pendant la période pandémique, dans laquelle il y a eu un engourdissement psychique,
Je ne parle pas de problème de santé mentale d'adolescents, c'était un raccourci de langage. Il y a eu non pas seulement une détresse émotionnelle, mais une détresse émotionnelle liée à un engourdissement psychique de jeunes, d'adolescents qui ne se sentaient plus capables de construire une identité parce que dans leur vie, il se passait beaucoup trop peu de choses. Et donc, il n'y avait pas d'événements, il n'y avait pas de nourriture pour la construction du soi. Et on s'est donc retrouvé avec des adolescents qui étaient en faillite identitaire, en gros. Et les écrans ont été mis à leur disposition pour constituer le dernier espace dans lequel ils allaient être en relation avec leurs copains. Donc, c'était déjà quelque chose qui leur permettait un tout petit peu de sortir de l'isolement, même si eux-mêmes se sont dit c'est pas suffisant. Et puis un certain nombre ont effectivement alors eu le même mécanisme que celui qu'on constate chez les hikikomori, c'est-à-dire que leur identité de substitution prenait le pas sur leur identité réelle. Là, il y avait un vrai danger qui n'était pas lié aux écrans, qui est lié à l'engourdissement psychique et l'absence d'événements des adolescents. Et sur ce plan-là, on a constaté par exemple que le fait d'avoir eu l'euro qui a uniquement, directement succédé à la période pandémique, a eu des effets terriblement positifs parce qu'il s'est produit des événements émotionnels collectifs qui ont permis à beaucoup d'adolescents, de jeunes, de sortir de cet état d'engourdissement psychique. Et eux-mêmes ont considéré que les écrans, cette trop forte appétence qu'ils ressentaient, était insupportable. Et on a constaté quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser observer. Ce sont des adolescents qui étaient gavés d'écran, un tout petit peu comme si cette appétence au chocolat, on l'avait gérée en vous gavant de chocolat. Eh bien là, vous allez vous précipiter sur la salade parce qu'effectivement, trop de chocolat, c'est pas vivable, ni pour les uns ni pour les autres. Et on a vu effectivement ce mécanisme se mettre en place. Parce qu'il faut bien le dire, sur ce plan-là, sur le plan des écrans, et c'est pour ça que c'est important de contextualiser, on dit tout et n'importe quoi. Parce que les écrans sont aussi devenus, indépendamment de tous ces mécanismes qui créent de l'appétence, un support pédagogique. Ce sont les écoles qui se sont mis à l'utiliser. Et donc, l'écran a eu une autre fonction. Alors, comment voulez-vous actuellement qu'un parent comprenne ce qu'est un écran quand on lui dit en même temps, et il y a quelques bouquins dont le titre est particulièrement mal choisi, enfin, il est bien choisi pour vendre le bouquin, mais il est mal choisi pour révéler le contenu. Je prends l'exemple de la fabrique du crétin digital. Quand vous mettez un titre comme celui-là, la plupart des gens n'ont pas lu le livre. Le livre est beaucoup plus prudent que son titre. Et le livre explique tout à fait les mécanismes de corrélation qu'il y a entre quelqu'un qui utilise les écrans parce que, par exemple, il est décroché scolairement et quelqu'un qui est décroché scolairement parce qu'il a utilisé les écrans. C'est une corrélation. Si vous êtes décroché scolairement, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau va aller chercher des niches de développement qui sont, par exemple, des jeux vidéo pour pouvoir justement s'activer. Si vous jouez à un jeu vidéo, vous activez votre cerveau et vous ne savez pas réussir ce jeu si vous n'activez pas les intelligences ou les types d'intelligence qui sont sollicités par le jeu vidéo. Si vous jouez à Fortnite, votre intelligence topographique, votre intelligence collective et votre intelligence procédurale va s'activer, sinon vous ne saurez pas jouer. Beaucoup d'enfants jouent à Fortnite parce qu'ils sont largués à l'école, qui n'ont pas de satisfaction, qui se sentent déconsidérés, et qu'à Fortnite, ils arrivent à jouer avec d'autres et à obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants. Et donc, ce sont des niches de développement qui s'ouvrent. Mais quand on vous dit fabrique du crétin digital, et que vous êtes parent, vous vous dites, moi, je ne veux pas que mon enfant devienne un crétin digital. Donc, grosse panique. Même chose si vous lisez un article qui vous parlera de la googlisation des cerveaux. Vous allez vous dire, mais ça va avoir un effet délétère sur le cerveau. Résultat, eh bien, on fait l'impasse sur l'étude des recherches réelles sur les écrans. Et quand on fait une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse des analyses qui ont été faites et des recherches qui ont été faites sur les écrans, il y a un seul mot qui saute aux yeux, c'est le mot « ça dépend ». Est-ce que les écrans sont nocifs? Toutes les recherches sont unanimes pour dire que ça dépend. Ça dépend de ce que vous faites en dehors des écrans, ça dépend de votre niveau d'intégration sociale, ça dépend de tellement de choses que finalement, on se dit que c'est une variable qui ne peut pas être utilisée en tant que telle et qu'en tout cas le raccourci pour dire que les écrans posent des problèmes. Par exemple, alors je vais prendre une recherche très célèbre qui explique
que les écrans sont des perturbateurs de sommeil. C'est-à-dire, en gros, c'est une recherche qui vous montre que si vos adolescents utilisent les écrans pendant plus d'une heure après le souper, eh bien, ça va contaminer leur rapport au sommeil. Hop, tout de suite, tout le monde se dit ici, c'est catastrophique, il faut que je limite les écrans après le souper. Alors, la recherche, si vous allez plus loin, vous allez constater que le sommeil perturbé ne l'est que chez ceux qui vont au collège, que chez les collégiens et uniquement pendant les jours où le collège est ouvert. C'est-à-dire que le samedi, et le vendredi et le samedi soir, ça ne fonctionne pas comme ça. Résultat, eh bien, ce qui est nocif pour le sommeil de nos enfants, ce n'est pas l'écran, c'est le collège. Et voilà comment une recherche peut dire tout et n'importe quoi. Et donc, il faut vraiment être très attentif aux conditions d'utilisation de l'écran. C'est ça dont on doit parler. Le média, c'est un moyen, c'est un support qui gagne toujours à être partagé en termes, non pas de contenant, c'est pour ça que je m'agace très très vite quand on parle des écrans, si on ne se préoccupe pas des contenus. Si votre enfant joue à Assassin's Creed, eh bien, il va discuter avec Aristote, il va discuter avec Platon, il va aller visiter Athènes, il va visiter Sparte et il comprendra pourquoi la civilisation athénienne a laissé des traces, alors que la civilisation spartiate, qui était une civilisation tout aussi brillante à beaucoup de points de vue, n'a rien laissé, simplement parce qu'on était beaucoup moins avide de fabriquer des choses et de laisser des traces, mais beaucoup plus d'édifier une société dans le temps présent. Et donc, mais ça, il va le comprendre en jouant à Assassin's Creed. Et si vous faites en sorte, et je le fais très régulièrement quand je reçois des adolescents qui jouent beaucoup à ce jeu, lorsque j'explique aux parents qu'il y a un magnifique bouquin qui s'appelle 1000 ans d'histoire et qui est un bouquin fait par les historiens reconnus, hein, ceux qui font de la revue Historia, qui se base exclusivement sur Assassin's Creed pour donner un cours d'histoire très pointu à des adolescents. Eh bien, je vous assure que les parents sortent du bureau en disant « mais tu joues pas assez, joue plus à ce jeu vidéo » parce que ce jeu est un support simplement dont je commence à maîtriser les contenus. Il y a quelques années, on avait fait une petite recherche en tournant un petit film où on montre deux parents qui disent à leur fils adolescent « Est-ce que tu ne viendrais pas avec nous faire une balade en forêt le dimanche après-midi ?» Et l'adolescent répond « Non, je préfère jouer avec mes jeux vidéo. » On montre ce petit film et vous avez effectivement les parents, hein, c'est un groupe de parents, on leur montre et ils disent oh, « c'est honteux, on diabolise très très vite les écrans, ça casse la vie de famille, ils sont addicts, etc. » Et c'était parti pour la diabolisation des écrans. On a un autre petit film dans lequel deux parents disent à leur enfant on n'irait pas faire un tour en forêt le dimanche après-midi. Et l'adolescent répond « Non, je préfère lire Victor Hugo, Les Misérables. » Je vous assure que tout de suite, on aura tendance à dire « Très bien, on ne va pas diaboliser Victor Hugo. » Et on accepte. La seule différence, c'est qu'on maîtrise le contenu. Les parents savent que le roman, Victor Hugo, c'est anobli sur le plan intellectuel et donc ils laissent faire. Et il faut savoir qu'au XIXe siècle, les jeunes adultes, parce qu'on ne parlait pas encore d'adolescents à l'époque, lisaient Victor Hugo sous la couverture. C'était considéré comme une dilution de leur cerveau par l'imaginaire. Il n'y avait que le réalisme qui pouvait être lu par eux, et on se méfiait terriblement fort du roman qui était interdit aux adolescents. Tout ça pour vous dire, non pas que Victor Hugo vaut un jeu vidéo ou qu'un jeu vidéo vaut Victor Hugo, certainement pas, mais qu'en tant qu'adulte, on a tendance à évacuer ceux dont on ne connaît pas les contenus. Or, c'est terriblement important dans ce qu'on va permettre chez l'adolescent. Alors, il y a le mécanisme qu'on appelle le mécanisme T3A, l'autorégulation, et si possible, l'autorégulation programmée. Je l'ai dit pour les séries tout à l'heure, mais c'est vrai pour l'ensemble. Autoréguler, c'est se mettre soi-même en situation de réguler son rapport à l'écran. C'est beaucoup plus efficace que la régulation. L'autorégulation peut se faire très bien en disant, par exemple, à son adolescent, en tant que parent, j'ai deux exigences fondamentales. C'est que tes activités, y compris sur les écrans, ne nuisent pas à tes résultats scolaires et ne nuisent pas à ta santé. Ça, c'est une exigence tout à fait légitime des parents. Je ne suis pas en train de vous dire on laisse couler le rapport aux écrans, parce que les écrans, c'est super, hein, mais simplement, on ne crispe pas la relation éducative
inutilement autour des écrans. Qu'un parent dise: «J'ai des exigences scolaires», alors ce qui est important, c'est de lui demander à ce moment-là: «Mais quelles exigences scolaires? Quelles sont vos vraies exigences?» Alors là, vous avez des parents qui flottent, qui vous disent des trucs du style: «Moi, je veux qu'il travaille bien à l'école, je veux qu'il fasse des efforts pour l'école, je veux qu'il fasse beaucoup de devoirs, je veux qu'il» et donc ils sont complètement imprécis. Alors on leur dit: «Mais vous voulez combien? Quels sont les résultats scolaires attendus par vous?» Et puis on demande à l'adolescent: «Quels sont les résultats que tu peux promettre à tes parents, les résultats attendus par toi?» Et on essaye de voir comment c'est compatible en termes d'attente, mais objective. Pas: «Il faut que tu travailles bien pour l'école», il faut que tu obtiennes 65 dans les branches dans lesquelles tu es bon pour le moment et 55 dans les branches dans lesquelles tu es moyen. Très bien, un adolescent qui réussit ça, c'est très bien. Au-dessus de ça, on ne t'embête pas dans ton rapport aux écrans. En dessous de ça, on en discute. Là, vous allez produire de la régulation par l'adolescent qui dit: «Moi, j'ai tout intérêt à ce que ça se passe bien sur ce plan-là et donc je vais évidemment gérer mon rapport aux écrans pour qu'il ne parasite pas mon rapport à l'école.» Même chose pour le rapport à la santé. Là, c'est quelque chose d'important aussi que les nuits soient préservées pour que la quantité de sommeil, qui aussi doit se discuter objectivement entre parents et adolescents, mais pas au nom d'un principe qui serait l'absence d'écran, qui n'a strictement aucun sens, en tout cas qui n'a aucun sens au-delà de 3 ans. Avant 3 ans, c'est vrai que l'intelligence est essentiellement sensorielle et que donc sur ce plan-là, la fascination du tout petit enfant pour les écrans est quelque chose qui peut être nocif et même plus tard chez l'enfant, si on prend l'écran non pas comme un pédagogue, non pas comme quelque chose qui va à un moment donné permettre à l'enfant de jouer en utilisant des supports nouveaux, mais si on le prend comme un baby-sitter, quelque chose qui va se substituer aux parents, qui va nous permettre de laisser l'écran faire l'ensemble du travail éducatif en ne réalisant pas. Regarder des dessins animés avec son enfant, par exemple, c'est tout à fait positif d'un point de vue éducatif. Si vous vous installez avec votre enfant pour dire on va regarder un Bob l'éponge, vous allez voir que vous aurez effectivement un rapport très positif avec lui parce que l'écran est devenu non pas un média interactif d'un individu face à un écran, mais un écran interactif interpersonnel. C'est pour ça que dans les ludothèques, par exemple, quand on met des écrans, on doit veiller à ce qu'il y ait des bancs devant les écrans avec un minimum de 3 places. On peut jouer à tous les jeux vidéo, mais on y joue à 3 et on se passe la manette. Vous allez voir à quel point un média peut susciter de l'interaction. Ils jouent ensemble à un écran. Ils ne jouent pas individuellement face à l'écran, de la même façon que si vous regardez un Bob l'éponge. Et regarder un Bob l'éponge avec son enfant, il y a des tas de façons de le faire. Si vous n'avez pas le temps de le faire, il ne faut surtout pas culpabiliser les parents qui ont besoin de souffler et qui donc disent à leur enfant: «Regarde les dessins animés.» Il suffit d'une petite phrase. Si vous dites à votre enfant: «Regarde le Bob l'éponge et après tu viens me le raconter», c'est une expérience interactive et interpersonnelle, simplement parce qu'il aurait été en interaction avec l'écran, mais qu'il va aussi utiliser ce qu'il reçoit de l'écran pour aller le raconter à quelqu'un d'autre et ça devient à ce moment-là un média interpersonnel. Costa Gavras le disait beaucoup mieux que moi. Il a fait des films brillants, des films remarquables et il est tétanisé par la place qu'ont pris les écrans et il l'explique lui-même dans une de ses interviews très célèbres où il dit: «Mais mes films ne sont pas faits pour être regardés individuellement. Si vous regardez un film de Costa Gavras, vous aurez besoin d'en parler avec quelqu'un parce que ce sont des stimulateurs de réflexion. Si chacun regarde et puis éteint et puis n'en parle pas, bah, il va passer complètement à côté du contenu qui est un contenu nécessairement ce qu'on appelle en psychologie transitionnel, c'est-à-dire partageable. C'était prévu Costa Gavras pour être vu au cinéma, tous ensemble, pour en parler après, éventuellement à la télévision, mais tous ensemble, lorsque, par exemple, ces films étaient diffusés en prime, c'est-à-dire à 8h30. Tout ça n'a plus de sens maintenant. Maintenant, les spectacles, chacun va regarder son monde, va se retrouver à l'intérieur de son monde, et les contenus sont, en tout cas, aux yeux des adultes, peu partagés. Les adolescents sont beaucoup plus performants que leurs parents.
Écoutez dans un bus, dans un train, écoutez-les parler. Ils parlent énormément de leurs jeux vidéo, des séries qu'ils ont vues, ils en font des supports transitionnels. Les adultes, beaucoup moins parce que simplement, ben, on est dans des spectacles individuels et qu'il manque à l'adulte pour le moment ce qu'on entend chaque fois qu'on parle d'écran avec des adolescents, chaque fois qu'on en parle, ils nous disent: «Mais c'est à nos parents que vous devez expliquer ça, c'est aux adultes que vous devez expliquer ça». Parce que les adultes, alors moi je vais utiliser le terme scientifique qu'eux n'utilisent pas, les adultes n'y connaissent rien, disent-ils, et nous on parle de maturité numérique. La maturité numérique, c'est pas quelque chose qui s'obtient avec l'accumulation des années, contrairement à la maturité, en principe s'acquiert en accumulant les années. La maturité numérique est, est associée à un apprentissage. C'est pour ça que j'encourage souvent les travailleurs sociaux à mettre en place des ateliers d'apprentissage du numérique à destination des adultes pour augmenter cette maturité numérique, c'est-à-dire comprendre ce qui est en jeu sur ces différents écrans. Par exemple, et on doit en parler évidemment quand on parle d'écran, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Victor Hugo, qui vous expliquera très très joliment que dès qu'il y a une évolution technologique, quelle qu'elle soit, c'est toujours comme une roue avec deux faces. Une face qui fait avancer les choses, une autre qui broie les gens. Il faut donc toujours se donner les moyens de neutraliser la face qui broie les gens. Les réseaux sociaux, par exemple, TikTok, ces usines à défis qu'on voit se constituer sur les écrans, sont effectivement, a priori, une progression et peuvent être un vecteur d'évolution. On l'a vu pendant la pandémie et les adolescents géraient d'ailleurs mieux leurs rapports avec les autres, qui ne sont pas des rapports virtuels, qui sont des rapports simplement qui sont rendus possibles avec ce qu'on appelle une fenêtre sur le monde qui est en permanence ouverte. Et vous avez donc une possibilité d'avoir des relations multiples avec d'autres, des gens que vous connaissez, des gens que vous apprenez à connaître, qui vont s'associer à l'intérieur d'une communauté. Alors, tout ça peut être très intéressant, sauf que on le sait, ça va aussi créer les conditions du cyberharcèlement, c'est-à-dire de l'agressivité numérique, qui doit impérativement être contrôlée. C'est pour ça qu'on travaille, par exemple, sur le CyberHelp, pour pouvoir avoir une alerte qui permet à l'adolescent ou à l'enfant ou à la personne qui est agressée d'émettre une alerte qui génère des copies d'écran et qui suppose une réponse institutionnelle, qui peut être soit pédagogique, soit judiciaire. C'est impératif de mettre ce type d'outils en place parce que je ne pourrais jamais dire à des parents, vous savez, les réseaux sociaux, c'est très chouette, quand on voit ce qui peut s'y produire, y compris dans le monde des adultes d'ailleurs. Et donc, la société doit évoluer, non pas en diabolisant les écrans. Si vous dites à votre enfant, ne va pas sur les écrans, tu sais, tu es beaucoup trop jeune, attends d'avoir 11 ans, 12 ans, 13 ans. Voilà, par exemple, enfin, c'est pas une directive, une recommandation européenne qui est d'une hypocrisie pas possible. C'est typique de l'Europe, d'ailleurs, c'est faire une recommandation qui n'engage personne, parce qu'ils ne veulent avoir de force contraignante sur aucun pays. Et donc, il faut une recommandation qui ne mange pas de pain, en gros. Et je vais recommander l'usage des écrans et des réseaux sociaux, notamment. Eh bien, je recommande qu'il ne soit pas autorisé aux enfants de moins de 12 ans. Vous savez que ce n'est pas vrai. Tous les enfants très jeunes y vont. Le pic moyen d'accession aux réseaux sociaux, c'est maintenant 8 ans. Et le premier pic de cyberharcèlement, c'est 10 ans. Donc, on sait que c'est de plus en plus tôt et de plus en plus nombreux. Si vous utilisez cette recommandation européenne et que vous en faites quelque chose qui est réellement un objet de négociation avec votre enfant, vous allez sortir des trucs du style « va pas là-dessus, tu n'as pas encore 12 ans, attends d'avoir 12 ans ». Votre enfant ira quand même dessus. Il en prendra un avatar, il ira chez un copain et il va de toute façon utiliser quelque chose pour le faire. Si vous avez diabolisé l'écran, eh bien, vous avez créé les conditions du silence. S'il lui arrive quelque chose de négatif, il ne vous en parlera pas parce que de toute façon, il sait ce qu'il va entendre, on t'avait dit de ne pas aller là-dessus. Alors que si vous dites, c'est bien les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très chouette, tu peux prendre beaucoup de plaisir dessus, mais il peut aussi t'arriver des bricoles. Et s'il t'arrive des bricoles, tu nous promets de nous en parler, parce que c'est le silence autour des réseaux sociaux qui crée les drames absolus. Tu nous promets de nous en parler parce qu'on sait comment on pourra réagir. Et là, la responsabilité d'une société, c'est d'équiper ses écoles et de s'équiper effectivement pour pouvoir réagir. Laisser, comme on le voit pour le moment, des enseignants
des parents désemparés, ben, c'est un manque de prise de responsabilité des systèmes sociaux. C'est impératif de l'avoir parce que les outils existent, parce qu'on sait comment ça se construit, on sait donc comment ça se déconstruit. Et c'est important de le faire parce que ben, diaboliser les écrans, c'est le réflexe premier. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez la série Squid Games, une série coréenne, hein, c'est toujours intéressant de voir les séries coréennes parce que c'est le choc de deux mondes, en réalité, ce produit-là, le collectivisme matiné de l'individualisme à l'occidental, le collectivisme oriental. Et vous avez des séries comme Squid Game qui sont très, très perverses dans ce qu'elles proposent comme modèle de société, puisqu'elle vous explique, hein, je ne vais pas spoiler la série, mais c'est pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous explique que des gens désespérés sont prêts à tout, en gros, et que donc si vous mettez en place des jeux qui vont devenir des supports à un moment donné, par exemple 1, 2, 3 soleils, des supports d'intelligence collective, donc vous allez devoir faire équipe, mais vous devrez éliminer ceux avec qui vous allez faire équipe, sinon vous allez mourir, puisque ce jeu se fait par élimination du vaincu. C'est donc épouvantable, hein, mais ce n'est pas plus épouvantable que ce qu'on vous montre quand on vous montre koh hein, avec un message très pervers. Associe-toi, donc l'intelligence collective, à des personnes qui, si tu veux gagner, doivent être éliminées par toi à un moment ou l'autre du dispositif. Donc c'est l'intelligence individuelle, le darwinisme et Kropotkin mélangés dans le même ensemble. Alors évidemment que le message, il est encore plus catastrophique quand vous montrez à des enfants de 10 ans des jeux d'enfants qui tournent en massacre. C'est-à-dire celui qui perd à 1, 2, 3 soleils, on le massacre. On a vu tout de suite dans les écoles belges, en tout cas, c'est moins passé en France, mais parce que vous aviez eu d'autres supports d'agressivité dans les écoles, notamment les enfants qui passaient du lycée au collège, où il y a eu une agressivité qui, elle, n'est pas passée en Belgique. Et donc, vous aviez cette agressivité qui s'est manifestée avec des enfants qui jouaient à 1, 2, 3 soleils et puis qui se tabassaient sur les cours de récréation. Ça, c'est ce qu'on obtient quand on pervertit un jeu d'enfant, puisqu'un jeu d'enfant, par nature, il est sérieux, mais il n'est pas grave. C'est le principe du jeu, c'est que vous le prenez au sérieux, et les enfants savent mieux le faire que les adultes, mais qui ne peut pas avoir de conséquences graves, sinon ce n'est pas du jeu. Vous avez ce jeu qui circule, et puis avec les conséquences graves qui sont montrées dans Squid Games, qui sont catastrophiques, qui créent très très vite une très forte appétence de tout le monde, y compris des plus jeunes. Alors là, la vraie hypocrisie, c'est de noter, par exemple, une signalétique qui vous dit interdit aux moins de 18 ans. Et puis vous regardez que c'est interdit aux moins de 18 ans, mais que dans les magasins de jouets, on vous vend à destination d'enfants de 6 ans des costumes de Squid Games. Ça veut dire qu'effectivement, la cible, elle est beaucoup plus importante que ce qui est annoncé et qu'on sait que les enfants vont être une cible de ce type de support qui montre une dystopie qui, chez un adolescent, doit être analysé, comme toutes les dystopies. Ça ne doit pas juste être montré, mais il faut pouvoir en parler. Et là, ça devient très intéressant parce que sur ce plan-là, cette série est bien réalisée. Et chez un enfant, il faut évidemment se méfier de l'image. Quand on vous montre des images très ambiguës, parce que tout est en couleur pastel, rose bonbon, etc. Puis vous avez des têtes qui explosent, vous avez des spectacles d'une violence inouïe à l'intérieur de jeux d'enfants qui sont perçus par les enfants comme complètement innocents. Évidemment qu'on va obtenir très très vite de la confusion, et c'est ce qu'on a obtenu. Alors, le premier réflexe, et j'ai été très fort sollicité par les médias par rapport à ce sujet-là, et il faut savoir que les médias, dans un premier temps, ils cherchaient une cible. Première cible, Netflix. C'est la faute de Netflix, n'est-ce pas, qui laisse passer des contenus beaucoup trop dangereux. Netflix se défend très facilement en disant on a mis une signalétique, ce n'est pas destiné aux enfants, la responsabilité est aux parents. Pouf, deuxième cible, les parents. Et j'entendais tous les journalistes dans un premier temps me dire, vous ne pensez pas que ce sont les parents qui sont un peu trop permissifs et qui ne contrôlent pas? Évidemment que c'est devenu tout à fait impossible pour un parent de contrôler les contenus. Alors, je vais vous faire un aveu, j'ai répondu à des tas d'interviews sans avoir jamais vu la série, parce qu'elle ne m'intéresse pas vraiment, et j'ai juste regardé le teaser qui explique, rien qu'avec le teaser, vous comprenez tout. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents dans les autobus, dans les trains, quand on se partage un écran. Regarde, regarde, regarde. Et donc, vous ne savez pas demander à des parents de contrôler la totalité
des contenus parce que les écrans sont devenus multiples. Il n'y a pas un écran comme il y avait la télévision. Les personnes qui disent ce sont aux parents à contrôler ce qui se passe sur les écrans sont restées dans un schéma de pensée qui est celui de l'écran unique de télévision dans lequel on mettait une signalétique, hein, souvenez-vous, moins de 18 ans, moins de 16 ans, etc. Signalétique parfois tout aussi hypocrite, mais en tout cas contrôlable. Le parent voyait la signalétique et pouvait canaliser le rapport à l'écran, puisqu'il n'y en avait qu'un à l'époque, de son enfant. Beaucoup d'adultes actuellement analysent les écrans avec ce paradigme-là. L'écran, c'est comme la télé, ça s'allume le soir à 8h30, ça rassemble tout le monde et je peux donc contrôler ce qu'on va regarder, contrôler ce qu'on appelait à l'époque les programmes. Il n'y a plus de programme dans nos familles. Chacun a son programme. Et encore, ce programme, il est généralement impulsif. Quand vous voyez encore dans les chaînes traditionnelles qu'on vous montre les chaînes qui se sont un peu démultipliées et que ce programme se pose le choix entre 3, 4 chaînes. La RTBF, par exemple, a maintenant 4 chaînes. Oui, mais elle a aussi mis Ovio pour qu'on puisse aller chercher des chaînes multiples. Et même chez ceux qui, le public cible, c'est reste celui des adultes, chez l'adolescent, quand il voit Ovio, il trouve ça pitoyable, hein. Eux, ils ont un mur de choix qui font que chacun va programmer ses propres contenus. Et c'est là, effectivement, qu'il faut non pas induire de la vigilance, mais le souci du dialogue chez le parent. Si on introduit de la vigilance, vous imaginez comment les parents vont essayer de regarder au-dessus de l'épaule de leurs enfants ce qu'ils sont en train de faire sur les écrans. On va évidemment avoir l'illusion du contrôle parental. Vaste illusion, tout le monde le sait, les adolescents rigolent quand ils entendent parler de contrôle parental, il leur faut 2 petits clics pour le déjouer complètement. Et donc, ça n'a aucun sens, si ce n'est celui de donner l'illusion aux parents qu'ils contrôlent encore quelque chose. On ne contrôle pas, en réalité, les contenus. Il faut donc en faire des objets d'échange. Et la seule façon d'en faire des objets d'échange, c'est d'aller sur cette planète adolescente, et c'est valable aussi pour l'enfant, mais c'est encore plus vrai pour l'adolescent, parce que l'adolescent a une planète qui va maintenir l'adulte par nature à distance. Le monde de l'adolescent est normalement en rupture avec celui de la génération précédente. C'est pour ça qu'ils rigolent de choses qui ne font pas rire les adultes et que ça se voit sur chaque génération. Vous avez une rupture parce que ce qui intéresse l'adolescent, ce n'est pas nécessairement ce qui va intéresser l'adulte. Il a donc son monde à lui, qui est une planète qu'il faut se donner les moyens d'explorer comme des ethnologues et certainement pas d'envahir comme des conquérants. Si vous prétendez savoir ce qui est intéressant, ce qui est bien et ce qui doit être vu, et que vous allez dans la planète adolescent en disant « mais regarde tes bêtises que tu peux regarder pour le moment, c'est vraiment des trucs pour décérébrer », eh bien, vous allez évidemment pas créer les conditions de l'échange. Si par contre, vous dites simplement « mais ça m'intéresse ce que tu regardes », tu m'en parles simplement parce que je suis intéressé par les contenus. Vous allez faire des espaces transitionnels, mais on l'est comme un ethnologue et pas pour qualifier ou disqualifier les contenus. La télé-réalité, par exemple, peut paraître complètement stupide aux yeux d'un adulte et tout à fait édifiante au niveau d'un adolescent. Et on a vu effectivement que lorsque ça devient un objet d'échange dans lequel on peut aussi réfléchir, alors je prends un exemple de contenu qui, à l'époque, au début de la télé-réalité, créait beaucoup de tensions, c'est la Star Academy. La Star Academy était vécue comme quelque chose qui faisait perdre de temps à tout le monde. Or, on avait affaire à une école mise en scène dans toutes ses composantes qui permettait à des adultes et des adolescents d'échanger à propos d'une pédagogie qui, somme toute, telle qu'elle était présentée dans la Star Academy, est très, très traditionnelle. Et donc, on avait un objet d'échange possible, sauf si vous dites que la télé-réalité, c'est vraiment stupide. Tu perds ton temps à regarder ça, ça n'a aucun intérêt. Là, vous perdez cette position qui est celle d'un ethnologue qui explore un espace dans lequel, d'ailleurs, l'adolescent a une expertise supérieure à l'adulte. En termes de maturité numérique, ça ne saute pas aux yeux, hein, a priori, mais on sait qu'un adolescent, par exemple, quand on parle d'addiction aux écrans, sont tout à fait capables de vous dire « je ne suis pas addict, mais je me sens très fort aliéné ». Et par exemple, pendant la pandémie, on les a entendus dire « je suis gavé d'écran, j'en fais trop ». Et l'aliénation crée un sentiment de malaise.
C'est pour ça que, et je terminerai par là avant de répondre aux questions, que quand au Québec, ils ont un truc très, très efficace pour lutter contre l'aliénation. Ils déclarent, par exemple, qu'une fois par semaine, une fois par mois, on décide que toute la famille, mais toute la famille, pas seulement l'adolescent, va se passer des écrans. Papa n'ira pas regarder ses mails, maman non plus. Toute la famille va simplement se sevrer, mais ensemble, de l'effet des écrans. Ça crée un sentiment qu'on n'est pas aliéné. C'est pas rejeter l'ennemi, c'est se prouver qu'on est capable de s'en passer pendant une journée par mois. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand on a analysé ce que faisaient les familles au bout de la journée sans écran, eh ben, ils vont généralement au cinéma. C'est-à-dire que comme ils ont réussi à se passer des petits écrans, ils vont tous ensemble regarder un grand écran. Alors, il faut savoir aussi que bah, ce n'est pas du tout le fait qu'ils ne savent pas se passer d'écran, mais le cinéma est un écran très différent des écrans numériques et de l'écran de la télévision, parce que le cinéma est un écran impliquant. L'image vient de derrière vous, le son aussi, et vous projette dans l'écran. C'est donc une expérience significative. Quand elle est vécue collectivement, elle est significative collectivement. L'écran est un spectacle expliquant. Vous n'êtes pas concerné, vous regardez des gens vivre qui ne vous impliquent pas. C'est pour ça que vous pouvez regarder un débat dans lequel les invités s'écharpent les uns aux autres, genre comme on peut voir énormément dans la télévision, sans sentir de malaise. La même émission, on l'a vu, si vous passez Ruquier, par exemple, hein, dans son émission, dans des conditions de cinéma, vous éprouvez un malaise pas possible. Parce que les chroniqueurs qui agressent la personne, vous êtes agressé aussi parce que vous êtes impliqué. Quand vous le regardez à l'extérieur, eh bien, vous avez l'impression que tout est possible. Et donc, il est important d'avoir une analyse après de ce qu'on a vu qui est lié à un spectacle expliquant. Le spectacle impliquant, c'est ce qui explique, par exemple, bah, que les adolescents qui aiment ce qu'on appelle le spectacle total, c'est-à-dire Harry Potter, c'est-à-dire Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire tous ces spectacles qui vous plongent dans un univers, ils vous diront à la télévision, ça n'a aucun intérêt. Il faut aller au cinéma et il faut même se passer une nuit complète parce que c'est un spectacle impliquant. Ça, ce sont les données qu'il faut comprendre quand on est adulte et on peut très bien imaginer effectivement que l'objectif qu'on se donne collectivement, c'est de tester notre capacité de ne pas être tous les jours aliénés aux écrans, mais qu'il faut le faire collectivement en étant suffisamment lucide et donc en ayant la maturité numérique suffisante pour comprendre que nous aussi, en tant qu'adultes, ben, on a du mal à ne pas faire le petit geste que je fais devant vous, en regardant simplement si on a reçu des messages. Et comme je viens de le constater, si on a reçu un message, se dire, mon Dieu, il faut vite que je réponde ou qu'au moins je prenne connaissance du contenu du message. Et donc, je vais en rester là pour pouvoir aller regarder. Non, non, pour répondre à vos questions d'abord. Mais ça, c'est un exemple d'aliénation numérique. C'est quand on a ce sentiment qu'on est toujours dans l'urgence à répondre ou l'urgence à ne pas avoir la connaissance de toutes les informations nouvelles en temps réel. C'est-à-dire, si je vous annonce quelque chose qui s'est passé il y a 2 jours, je vais passer pour un profond ringard. Et vous avez donc une forme d'addiction aux écrans qui est créée aussi, tant chez les adultes que chez les adolescents, par la phobie de ne pas avoir l'information en direct, de l'avoir juste après les autres. Et comme les informations se démultiplient, ben, ça va aussi vous inciter à regarder constamment sur votre écran pour voir quoi de neuf sur la planète, même si les informations vont chercher les informations. Hein, c'est aussi un des dangers, c'est que tout est traité sur le même pied, mais ça va permettre effectivement à l'individu de créer cette espèce d'appétence à l'écran qui lui donne ce sentiment d'aliénation dont là, on doit nécessairement se défaire.